Monsieur, bonjour et bienvenue dans Actu Hebdo de ce 31 août 2025. Au menu aujourd'hui, la signature d'un mémorandum d'entente entre les industriels maliens et l'interprofession filière Karité. Les producteurs de Karité pourront voir leurs activités valorisées en faisant beaucoup plus de profit. Les industriels, eux, auront de la matière première sur place, le tout au bénéfice des consommateurs maliens. Nous en saurons beaucoup plus davantage avec Kumba Samoura, qui est présidente de l'interprofession filière Karité au Mali. Elle va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons du lancement de l'atelier d'élaboration du programme national d'investissement dans le secteur de l'eau. L'objectif est de doter le Mali d'un plan d'action assorti d'une stratégie de financement du secteur de l'eau. Notre invité est Adama Bagayoko, coordinateur technique national du programme d'investissement dans le secteur de l'eau. Bonjour, monsieur Bagayoko, et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, nous allons commencer directement par vous maintenant avec le sujet qui est consacré à l'atelier d'élaboration d'un programme national d'investissement dans le secteur de l'eau. Un atelier a réuni des experts du Mali et de plusieurs autres pays, du public comme du privé. L'objectif est de doter le Mali d'un plan d'action assorti d'une stratégie de financement. Suivons le compte-rendu de Alousseni Touré avant de retrouver notre invité. Ressource vitale dont dépend la plupart de nos activités de subsistance, l'eau demeure un enjeu existentiel pour l'humanité. Le Mali, comme la plupart des pays, a besoin de mobiliser les ressources en eau dans la perspective d'un développement durable, d'où la nécessité d'élaborer un plan national de financement du secteur. Et pour cela, notre pays peut compter sur certains partenaires. Cet atelier constitue une étape déterminante dans la construction d'une vision partagée et une feuille de route claire pour doter le Mali d'un programme d'investissement structurant capable de renforcer la résilience de nos populations et de soutenir le développement socio-économique du pays. Le partenariat national de l'eau du Mali, en tant que cadre de concertation multi-acteurs du secteur, salue la mobilisation de toutes les parties prenantes, institutions publiques, société civile, secteur privé, partenaires techniques et financiers, pour accompagner ce processus. Notre conviction est que c'est par la concertation, l'inclusion et la synergie des efforts que nous parviendrons à bâtir des solutions durables. Le Mali, comme de nombreux pays africains, fait face à une vulnérabilité croissante aux effets du changement climatique, notamment à travers la pression sur les ressources hydriques, sécheresse prolongée, inondations récurrentes, raréfaction de l'eau, autant de défis qui appellent une réponse structurée, ambitieuse et inclusive. C'est précisément dans cette optique que s'inscrit le programme d'investissement dans le secteur de l'eau, dont nous lançons aujourd'hui le processus d'élaboration. Ce programme, soutenu par le Fonds vert pour le climat, dans le cadre du projet de préparation multi-pays de l'Union africaine, vise à doter le Mali d'un instrument stratégique et opérationnel pour mobiliser les financements nécessaires à la résilience climatique et à la sécurité hydrique. Le GWP est fier d'accompagner cette dynamique en tant que partenaire technique de l'Union africaine et facilitateur du processus AIP à l'échelle continentale. L'absence d'un document de planification stratégique en la matière apparaît comme un handicap existentiel, d'où l'importance accordée par les autorités à cette phase. Conscient de ces enjeux, l'Union africaine a lancé le programme continental d'investissement dans le secteur de l'eau en Afrique, visant à mobiliser 30 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour contribuer à l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6. Au Mali, malgré les efforts fournis, l'absence de documents structurés d'investissement limite notre capacité à mobiliser des financements adaptés à grande échelle.
C'est précisément ce déficit que nous voulons combler grâce à la mission que nous lançons aujourd'hui dans le cadre d'un Udines financé par le Fonds vert pour le climat. Cette mission vise à élaborer un programme national d'investissement dans le secteur de l'eau, comprenant un plan détaillé et une stratégie de financement afin de renforcer la résilience de nos communautés face aux aléas climatiques. Le partenariat mondial de l'eau, en collaboration avec le partenariat national de l'eau, a mobilisé un consultant national pour conduire ce travail stratégique. Les conclusions et les recommandations de cet atelier technique permettront de réussir une bonne planification de nos investissements et parvenir à atteindre les résultats fixés par l'Union africaine. Alors, Monsieur Brayou, dans le cadre de cet atelier, on parle aussi du programme continental d'investissement dans le secteur de l'eau. D'abord, dites-nous, c'est quoi ce programme? Merci de m'avoir donné cette opportunité de parler de ce programme continental d'investissement dans le secteur de l'eau. Permettez-moi de faire un petit rappel pour situer le contexte. Lors de la déclaration de Nairobi sur le changement climatique, les chefs d'État et de gouvernement africains ont réaffirmé leur soutien au programme continental d'investissement dans le secteur de l'eau. Ce programme-là a été adopté en 2021 dans le cadre de la stratégie de l'Union africaine sur les changements climatiques et sur le développement. Et quand vous dites programme continental, ça veut dire que c'est l'Union africaine, c'est un programme de l'Union africaine qui couvre l'ensemble des pays du continent. Oui, c'est un programme multi-pays de préparation de projets de l'Union africaine, financé par le Fonds vert climat et mis en œuvre par l'unité de coordination en Afrique du Sud. Donc c'est un programme multi-pays. Pour le moment, il y a 15 pays qui ont été sélectionnés dans le Mali. D'accord. Et l'atelier que vous venez d'organiser à Bamako avait certainement pour but de doter le Mali d'un plan d'action, mais quelles sont les conclusions, les principales conclusions de cet atelier? La principale conclusion de ces ateliers, parce qu'en fait il y a eu des ateliers back-to-back, c'est que d'aller vers des projets multisectoriels avec un levier de fonds vraiment conséquent. Parce que présentement, les bailleurs de fonds, les donateurs, ont un œil beaucoup plus important sur les projets dont le montant est vraiment succinct que des petits projets. Donc il faut aller vers des projets multisectoriels avec presque tout, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans d'autres secteurs, essayer de mettre ces projets ensemble pour en faire un programme avec vraiment des montants conséquents. Mais maintenant, pourquoi il vous faut élaborer d'abord un programme d'investissement? Pourquoi vous commencez par l'élaboration d'un programme d'investissement? Merci bien pour cette question. Les investissements au niveau de l'eau sont vraiment minimes, surtout au niveau africain. Il y a de l'ordre de 10 à 19 milliards par an pour les pays africains. Notre ambition, c'est d'aller à 30 milliards de dollars par an d'investissement. Par pays? Non, il revient à chaque pays alors d'élaborer un programme national d'investissement qui va se focaliser sur les idées de projets, par exemple, qui sont dans la politique nationale de l'eau, les idées de projets qui sont dans le plan national d'adaptation, les idées de projets qui sont de la contribution nationale déterminée qu'on appelle CDN. Il s'agit de prendre ces idées de projets, et les chiffrer, et les développer
conceptuelle. Et de là, à partir de ces données chiffrées, il faut alors élaborer une stratégie de financement, dans laquelle stratégie de financement des tables rondes aussi seront organisées avec les donateurs. Et maintenant, quand on parle du secteur de l'eau, on sait que c'est assez vaste, et on dit aussi que les changements climatiques contribuent à la raréfaction des ressources en eau. Dans ce cas, mais comment cela se manifeste? Comment cela se manifeste concrètement? Oui, on les sent tous les jours. Même tout récemment, il y a eu des inondations dans certaines localités. Les inondations créent aussi la raréfaction de l'eau, non? Au contraire, quand on entend parler d'inondation, on voit beaucoup plus d'eau, par contre. Oui, en fait, l'idéal, c'est comment transcender les inondations en opportunités économiques. C'est ce qu'il faut faire. Parce que dans la réduction des risques d'inondation, il faut mettre l'accent sur les infrastructures hydrauliques. Seulement les infrastructures hydrauliques permettent réellement de réduire les risques d'inondation. Les risques d'inondation, bien sûr, avec des plans d'alerte précoce et autres, mais l'essentiel, il faut parvenir vraiment contre des infrastructures hydrauliques qui permettent de retenir les crues, et ces crues peuvent être utilisées soit pour alimenter la nappe phréatique pour les écosystèmes, mais aussi ça peut servir dans d'autres activités agricoles comme le maraîchage, autres activités. Et maintenant, quand vous élaborez un programme de financement, après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un programme que vous allez soumettre à des bailleurs? Est-ce que vous allez soumettre à des pays partenaires? Comment ça se passe concrètement? Oui, une fois que la stratégie de financement est élaborée à la base du plan d'action qui sera fait, déjà il faut identifier les mécanismes de financement. Dans ces mécanismes de financement, on a un certain nombre de partenaires comme le Fonds vert pour le climat, comme le Fonds d'adaptation, comme le Fonds mondial pour l'environnement, comme le programme d'investissement forestier et les fonds et d'autres fonds climatiques qui se font à travers d'un certain nombre de... aussi il y a les banques. Par exemple, quand je prends la Banque mondiale à travers IDA, Association internationale de développement, les fonds IDA, qui donnent souvent des dons, il y a des dons, et puis il y a des prêts. Et d'autres structures aussi, comme la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement. Donc il y a un mécanisme qui est là, et qu'il faut les approcher, échanger et discuter, faire un plat par rapport à ces projets. Et quand on parle de secteur de l'eau, il s'agit de quelle eau? Est-ce que c'est l'eau de fleuve, l'eau de surface, comme on dit, ou est-ce qu'il s'agit de l'eau de boisson? C'est toute eau. C'est tout eau. Ouais. En fait, que ce soit l'eau potable, parce que quand vous prenez l'ODD6, qui est accès à l'eau et l'assainissement, tout ce qui est accès à l'eau potable, qui est un droit, un droit d'accès à l'eau potable, tout ce qui est sécurité hydrique vont dans ce sens-là. Nous allons revenir tout à l'heure à vous encore, M. Bagayougou. Juste le temps de signaler que Mme Samoura, Kouma Samoura, donc, nous a rejoint. Elle est présidente de l'interprofession filière et carité. Comme nous l'avons annoncé au début de l'émission, nous allons aussi parler de l'interprofession filière carité qui a signé un mémorandum d'entente avec les industriels maliens. Bienvenue, madame, sur notre plateau. Bonjour à vous. Merci bien. Donc, nous allons revenir tout à l'heure à vous. D'abord, monsieur Bagayougou, dites-nous aussi comment faire aujourd'hui pour avoir une gestion beaucoup plus efficiente des ressources en eau.
Au Mali, par exemple. Mali, oui. On sait qu'il y a des zones où il n'y a pas beaucoup d'eau, à d'autres endroits, il y a suffisamment d'eau. Comment faire pour gérer, comment avoir une bonne gestion de l'eau? Ok, merci pour votre question. Cela m'amène à parler de la gestion intégrée des ressources en eau. Déjà, il faut situer le contexte aussi dans ça. Le Mali a élaboré beaucoup de documents, comme la politique nationale de l'eau, par exemple, où les orientations sont données par rapport à la gestion de l'eau. Je pense que ce document politique est d'une importance capitale qui va permettre d'appuyer vraiment la gestion intégrée des ressources en eau, que ce soit des eaux de surface, que ce soit les eaux souterraines. Madame Samoura, avant d'arriver à votre sujet, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de l'eau au Mali? Bon, il y a un atelier qui vient de se tenir donc, pour élaborer un plan d'action en matière de financement du secteur eau. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de programme? Bon, moi, à mon avis, je pense que ce genre de programme mérite d'être financé. Parce que l'eau, c'est vital dans la vie humaine. Donc, si nous constatons une dégradation de nos fleuves, nos ressources fluviales, donc les fleuves sont sales, les berges, il n'y a pas presque de berges. Donc, nous sommes confrontés à d'énormes problèmes qui sont en train de porter préjudice à notre eau. Donc, un tel programme qui viendra corriger ces difficultés-là, donc je pense que ça serait bienvenu pour la population malienne. Et c'est aussi une bonne chose pour la filière Carité. Carité, puisque Carité en tant que ressources agricoles a besoin d'eau. Surtout qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on est en train d'aller vers la domestication de Carité, vers l'installation des parcs à Carité. Donc, qui demandent souvent de l'eau, même si ce n'est pas en saison pluviale. Monsieur Barayigo, qu'est-ce que vous faites concrètement comme activité, à part, bon, vous venez d'organiser un atelier, mais quelles sont vos principales activités? Qu'est-ce que vous avez réalisé comme activité au Mali, par exemple? Merci. Par rapport à cette question, les activités, parce que, comme j'ai eu à le dire, ces programmes multi-pays concernent pour le moment 15 pays de l'Union africaine. Et chaque pays a son propre programme. Pour le Mali, il s'agit d'aller vers le renforcement de capacités. Et il faut aller vers le développement du programme national d'investissement dans le secteur de l'eau. Et aussi, il faut aller aussi dans le développement des projets pour qu'on puisse les mettre dans le pipeline de l'Union africaine. Il s'agit aussi de préparer les besoins du pays en termes de fonds verts climat. Comme vous le savez, aujourd'hui, on n'a qu'une seule institution qui est accréditée pour recevoir les fonds vers climat, et qui est la BNDA, bon, l'Agence nationale de collectivité territoriale aussi. Je crois qu'ils sont en cours, mais l'objectif aussi, c'est d'arriver vraiment à avoir 2 ou 3 entités accréditées. Pourquoi 2 ou 3 entités accréditées? Parce que cela est extrêmement important. Généralement, ce sont les institutions internationales, je ne vais pas les citer, vraiment qui garantissent nos projets, qui assurent le contrôle qualité de nos projets. Et par rapport à ça, ces organisations, un certain montant, soit de 7,5, soit 8,5 dans leurs frais de gestion. Donc c'est beaucoup d'argent. 8,5, ça veut dire quoi? Frais de gestion. Frais de gestion. Comme frais de gestion. C'est quoi? Ça fait 8% de oui, du montant total. Ouais, du montant total. D'accord. Donc si on a nos propres institutions qui sont accréditées, je pense que cela va aider beaucoup dans le fonctionnement de nos différentes institutions. Parce que pour être accrédité aussi, il faut que vous avez cette capacité de gérer les fonds, et que vous avez cette capacité aussi de mise en œuvre
du programme et cette capacité aussi de rendre compte. Voilà les 3 critères principaux qui permettent à une institution d'être accréditée au Fonds vert climat. Bien sûr, il y a des sous-critères. Mais vous êtes en activité au Mali depuis plusieurs années quand même, non, j'ai commencé en janvier. De janvier, j'ai commencé en janvier. C'est un nouveau programme. Oui, c'est un nouveau programme. J'ai commencé en janvier, de janvier à août. On est parvenu quand même à faire, à identifier les besoins de formation en termes de renforcement de capacité. On a élaboré un plan de formation avec un programme de formation à la suite duquel on a organisé 2 ateliers, un atelier national sur l'élaboration du programme d'investissement agricole et un autre atelier sur le financement climatique et la préparation des projets via Fonds vert climat. Et quelles sont vos ambitions? On sait que généralement, au Mali, c'est souvent des petits projets, mais j'ai l'impression que vous voulez avoir... vous avez de grandes ambitions, vous voulez avoir un programme assez large tout à fait, pour l'ensemble du pays. Tout à fait. Il faut, comme j'ai dit, il faut aller vers un programme multisectoriel avec un fonds conséquent, généralement de 200 millions de dollars par an. Durant 5 ans, à peu près $1 milliard. C'est des fonds conséquents qui ont un impact réel sur les communautés et dans le cadre du renforcement des institutions. Donc vos ambitions, $1 milliard sur 5 ans. Sur 5 ans. Vous êtes sûr d'avoir ce financement? Des tables rondes seront organisées, des partenaires seront invités, et les programmes seront présentés au high management, au haut niveau. Quand même, c'est une question de plaidoyer d'avoir cette capacité de négociation aussi pour faire avancer les choses. Parce qu'un programme multisectoriel concerne plusieurs secteurs, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, le secteur de l'eau, l'énergie, surtout l'énergie solaire, les micro-barrages. Voilà, je pense que allons vers un programme ambitieux qui va nous permettre de lever des fonds conséquents. Merci beaucoup, M. Bakayoko. Nous allons passer maintenant à notre deuxième sujet, à cet autre sujet. Les industriels maliens et l'interprofession filière qualité ont signé cette semaine un mémorandum d'entente qui concerne la campagne de commercialisation 2025-2026 des amandes de qualité. Il s'agira de valoriser la production de qualité et faciliter la transformation sur place, ce qui sera d'un grand apport pour l'économie malienne. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de 4 membres du gouvernement. Le compte-rendu de Nyanya Aliou Traoré, et on se retrouve juste après avec notre invité. C'est tout sourire que les invités à cette rencontre matinale ont franchi un pas de plus dans l'appropriation du concept Malikoura. Industriels maliens et interprofession carité ont pu s'entendre, chacun à travers la signature de ces mémorandums d'entente qui concernent le lancement de la campagne de commercialisation 2025-2026 des amandes de qualité, compte pleinement jouer sa partition pour la promotion du consommé local. Cet accord permet vraiment de valoriser notre filière qualité parce que l'amande produite au Mali sera transformée au Mali par des industries maliennes. Et cela permettra également non seulement d'obtenir du beurre, mais également du tourteau. Ce tourteau-là est essentiel pour l'économie malienne car il sert également de matière première à d'autres industries pour fabriquer de l'engrais pour nos agriculteurs, pour fabriquer de l'aliment bétail pour nos éleveurs, ce qui permettra de rendre, on espère, la vie moins chère pour les Maliens. Je remercie nos autorités qui ont permis de mettre en place ce cadre de concertation. Nous avons la conviction que cette campagne sera placée sous le signe de la transparence à travers la contractualisation entre tous les maillons de la chaîne de valeur, aussi de la solidarité et du progrès, afin que tous les acteurs, en l'occurrence la femme productrice à la base, puisse en tirer les meilleurs bénéfices.
La satisfaction des 4 membres du gouvernement présents était visible. Occasion pour le ministre de l'Industrie et du Commerce de rappeler l'importance pour les Maliens de travailler ensemble. Je le dis et je le répète, lorsqu'on met 100 milliards dans le financement d'une industrie, ce financement de 100 milliards a la même valeur que la matière première. Parce que si vous investissez 100 milliards dans une industrie et que vous n'avez pas de matière première, l'usine va rester fermée. Donc la cérémonie de ce matin est une approche de développement endogène qui permet donc la promotion d'une filière de qualité afin d'assurer l'approvisionnement de nos unités industrielles de production. Et c'est de cette façon que nous allons créer plus de valeur au niveau de la production, au niveau de la transformation des produits de première nécessité sur le marché et par conséquent, on ne parlera pas de vie chère. Le ministre de l'Agriculture, tout en saluant les parties prenantes, est revenu sur le rôle prépondérant que joue la filière karité dans la chaîne de valeur alimentaire. Pour assurer le développement harmonieux et soutenu de la dite filière, il est absolument nécessaire, voire indispensable, que les acteurs et actrices concernés procèdent d'une approche de gestion de la filière basée sur l'inclusivité, la mutualité, la responsabilisation et la contractualisation interacteurs. Quant au ministre de l'économie et des finances, président de la séance, il a insisté sur le respect des engagements par les deux parties. Pour Alouseini Sanou, c'est le Mali qui sort gagnant de cette entente. Dans cette stratégie, je voudrais juste rappeler que nous voulons partir de nos atouts, partir de notre réalité, partir de nos capacités pour pouvoir engager tout le processus de développement devant conduire à l'émergence. Cela se base sur les richesses que nous avons en termes de capacité agricole et d'élevage. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youbaba, n'a pas manqué de saluer les savoir-faire des femmes qui occupent une place de choix dans la chaîne de production des amandes, indiquant que cette cérémonie met un point final aux différentes tractations menées entre les acteurs du domaine et le gouvernement. Dorénavant, l'amande produite ici au Mali sera aussi transformée sur place, donc du 100% malien. Les prix de vente des amandes aux industriels sont les suivants: 175 francs CFA le kilo bord-champ et 200 francs CFA le kilo coopérative pour les amandes conventionnelles, 250 francs CFA le kilo bord-champ et 275 francs CFA le kilo coopérative pour les amandes améliorées. Madame Samoura, vous êtes donc la présidente de l'interprofession filière karité au Mali. D'abord, comment vous êtes arrivé à signer ce mémorandum d'entente avec les industriels maliens? Comment ça s'est passé? Comment en est-on arrivé là? D'accord. Donc, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Et merci pour cette question. Donc, je vais planter d'abord le décor dans son contexte. Et cette signature de mémorandum d'entente est venue par suite de constats. D'abord, sur le plan politique, l'État, depuis l'année dernière, à travers les ministères, les départements en charge de l'industrie et du commerce, a pris une décision par rapport à l'exportation des amandes de karité. Donc, c'est là au bénéfice, en tout cas, de l'idée de développement endogène que l'État malien a amorcé pour développer son économie, donc en faveur des industries locales. Donc, cette mesure de décision persiste, perdure, et jusqu'à nos jours, ce n'est pas levé d'abord. Aussi, le constat est que de plus en plus, le Mali est en train d'enregistrer des industries, donc dans le domaine de la transformation de karité en beurre de karité. Donc, aujourd'hui, nous dénombrons 3 industries qui se sont déclarées officiellement, mais à côté de ça, il y a des petites industries, des semi-industries, et puis la transformation locale aussi qui demande beaucoup d'amendes. Et puis, sur le plan qualité, nous disons que le Mali a un grand potentiel de qualité, mais pour la qualité en beurre de karité, la qualité laisse à désirer. Mais vous avez dû négocier fort avec les industriels pour parvenir à ce mémorandum?
Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile puisque ça met devant différents intérêts à travers, parce qu'au sein de l'interprofession, il y a des familles professionnelles. Il y a 3 familles, la famille des productrices. Donc, ce sont les femmes, les braves femmes au niveau du milieu local et les milieux ruraux qui collectent, qui ramassent et collectent les noix de karité. Il y a la famille des transformatrices, il y a la famille des commerçants exportateurs. Donc, pour arriver à cela, nous avons mis en place une commission qui a été composée de ces différentes familles-là à travers l'interprofession et les différentes industries. Donc, on a fait 7 assises, en tout cas pour parvenir à ce mémorandum d'entente-là. J'avoue que les échanges, les discussions n'ont pas été faciles, donc puisque chacun y voyait son intérêt. Donc, c'est à la suite des fois d'énormes échanges qu'on est parvenu à ce mémorandum. Mais vous avez signé le mémorandum qui concerne la commercialisation de la campagne 2025-2026. Pourquoi uniquement sur 1 an? Uniquement sur 1 an, parce que les années diffèrent. Par exemple, les qualités la productivité a un caractère cyclique. C'est-à-dire que si cette année ça donne, l'année prochaine, on ne doit pas en tout cas s'attendre à une bonne récolte. Donc je dirais que cette année, c'est l'année de bonne récolte. Les qualités à donner. Dans tous les bassins, ça regorge des qualités. Donc c'est pour cette raison que chaque année aura sa campagne, sa spécificité. Mais en moyenne, vous produisez combien de tonnes d'amandes de karité? L'estimation, c'est de 250 000 tonnes de karité. Par an? Par an. Par an, si ça donne bien. Ça, c'est l'estimation des chiffres. Ça, c'est comme vous dites, il y a des saisons où ça donne bien, donc ça peut aller jusqu'à 250 000 tonnes. Maintenant, quand ça ne donne pas, peut-être moins de 100 000? Moins de 100 000 tonnes. Moins de 100 000 tonnes. Et puis aussi, je dois dire que tous les karités du Mali n'est pas ramassé. Parce qu'il y a des jachères qui sont loin des familles. Les femmes n'ont pas les moyens d'accéder, d'y accéder. Donc c'est pourquoi d'ailleurs que le Mali se classe 2e mondial après le Nigeria en termes de production. Sinon, en réalité, c'est le Mali qui est le premier mondial. Maintenant, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pertes, beaucoup de gâchis, et vous estimez qu'avec ce mémorandum d'entente, les femmes, ou en tout cas, seront beaucoup plus encouragées à ramasser les amandes de karité pour le commercialiser, parce que c'est ça l'objectif. Tout à fait, parce qu'on y a pensé, parce qu'il faut vraiment s'apaisantir, en tout cas garantir, sécuriser la femme rurale dans son travail, puisque le travail de karité n'est pas facile. La femme n'a pas souvent les moyens de protection, parce qu'elles vont dans les champs, même la nuit, même à l'aube, elles sont dans les champs, donc elles font face à des serpents ou à d'autres reptiles, donc ils peuvent les blesser. Donc vraiment, il fallait vraiment penser à la femme rurale, puisque la base c'est la femme rurale là. Donc c'est pourquoi on a voulu faire ce mémorandum là qui cadre bien cette campagne là. Donc tous les intérêts sont pris en compte. Mais d'abord, nous avons priorisé en tout cas le côté de la femme rurale, la femme à la base. Et le prix du kilogramme, on entend 175 francs le prix Borchamp pour les amandes conventionnelles et 200 francs donc au niveau entre les producteurs et les industriels. Vous pensez que c'est encourageant? C'est encourageant. Ce prix de 175 francs là, c'est vraiment bien choisi, bien réfléchi, puisque souvent ils bradent, les femmes bradent et les noix souvent à 75 francs ou bien à 100 francs dans les meilleurs des cas. Mais si nous parvenons cette année à prendre 175 francs, nous pensons que c'est un bon prix. Mais surtout que ce prix n'est pas immuable, ça doit changer. Puisque les qualités, la bourse de qualité, ça change, ça évolue. Donc nous avons mis dans ce mémorandum d'entente là, donc la nécessité d'adapter et ces mémorandums à la réalité du terrain. Si nous voyons que vraiment les prix haussent, et surtout dans la sous-région, donc la commission va se réunir encore pour adopter, pour décider d'un autre prix. Puisque ces prix-là sont des prix planchers. On ne doit pas descendre en dessous de ces prix-là, mais ça peut rehausser, on peut aller au-delà. Parce qu'on parle aussi d'amendes améliorées, donc dont le prix est 250 francs le kilogramme, Borchamp, et puis 275 francs le prix. Tout à fait, parce qu'en fait, il y a 3 sortes d'amendes. Il y a l'amende biologique, il y a l'amende améliorée et
a l'amande conventionnelle. L'amande conventionnelle, c'est l'amande tout venant. C'est cette amende-là qui a eu un prix de 175 francs prix Porsche. Mais après mais les industriels se sont prononcés cette année sur 2 catégories, l'amende conventionnelle et l'amende améliorée. L'amende améliorée, comme vous l'entendez, le terme le dit, c'est amélioré par rapport à l'amende conventionnelle. C'est amélioré comment? C'est dans le cadre du traitement. Parce que habituellement, dans nos zones-là, les femmes enfouissent les noix, puisque la récolte, ça coïncide aux travaux champêtres. Donc, elles n'ont pas souvent le temps de s'occuper de ces 2 aspects-là. Donc, elles mettent les noix dans les trous. Et c'est les trous qui détériorent la qualité, mais sans le savoir, elles le font. Donc, c'est pourquoi, il y a quelques années, à travers les programmes étatiques, notamment les programmes PAEFCA, le projet PAEFCA et d'autres projets, d'autres partenaires, donc il y a eu des études qui sont convenus à ce que c'est l'amende, il faut finir avec cet enfouissement-là. Donc, d'aller avec un traitement spécifique sur les noix de qualité. Il s'agit de les ébouillanter. Si on les ébouillante, donc la fermentation est arrêtée, donc on peut avoir une longue durée de conservation. Et ça donne souvent une qualité. Les faire bouillir, c'est un traitement thermique, les faire bouillir et tout le gros du travail s'arrête là. Tu les bouilles donc, et tu les sèches. Mais c'est le séchage là aussi qui est une contrainte pour les femmes là, puisque ça coïncide avec l'hivernage. Jusqu'à présent, il y a des fortes pluies, donc il faudrait qu'elles aient les moyens aussi des équipements. Les femmes là doivent être dotées, les coopératives, les unions de coopératives doivent être dotées d'équipements performants pour bien sécher les noix. Mais exactement comment c'est passé? Parce que le karité se consomme quand même comme fruit. Hein? Alors est-ce qu'on consomme d'abord comme fruit et ensuite maintenant on voit comment exploiter l'amande? On consomme d'abord comme fruit, mais cette consommation n'est pas comptabilisée. Puisque en ville on n'en a pas. Peut-être que c'est en milieu rural que la consommation est forte. Mais souvent les quantités, pour avoir des grosses quantités d'amandes, donc on fait fi de la partie consommation là. Donc on traite avec, on jette la chair. On jette la chair pour avoir le maximum de... Sinon, si on doit attendre que ça soit consommé d'abord pour avoir les noix, donc ça va... parce qu'on n'a pas le temps de tout consommer. Voilà, on n'a pas le temps de tout consommer. Monsieur Bagayogo, qu'est-ce que vous pensez de ce programme, sur le mémorandum d'entente qui a été signé entre la filière karité, l'interprofession filière karité et les industriels maliens? La karité, c'est un beau produit. Oui, et je pense que c'est une très belle initiative à encourager et à partager avec les autres régions, parce que je ne sais pas combien de régions sont impliquées dans ce truc. Donc, aller vers un large point, vers les régions, parce que c'est de la valeur ajoutée, ça crée de l'emploi, ça permet à nos femmes, si je peux m'exprimer ainsi, d'avoir leur propre sous et quand même participer pleinement dans la gestion de la famille. Ça, c'est un premier aspect. Un second aspect qui me semble très important, qu'il faut essayer de trouver une ça c'est par rapport au ramassage. Par rapport au ramassage des amendes de karité, comme madame vient de dire tout de suite, c'est pas presque tous qui ont été ramassés. Est-ce que c'est pas ça dit renforcer, développer un plan d'action, comment faire en sorte qu'on puisse regagner la première place. Madame. C'est ça. Parce qu'on a l'impression aussi qu'au Mali, le karité, c'est toujours comme un produit sauvage, un arbre sauvage. En fait, les producteurs ne s'intéressent pas à ça, comme on s'intéresse par exemple à la production de la mangue, des oranges, des papayes, qu'on plante et qu'on entretient. Mais le karité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, effectivement. Mais il faudra savoir que dans ces dernières années, on y a pensé, l'État même a pensé à ça. Le jour de la mise en place où on a créé l'interprofession, là, ça a été un cri de cœur à côté de l'État.
donc de faire en sorte que de financer ce secteur-là pour qu'on puisse, plus qu'on demande l'industrialisation. Donc à l'état sauvage, là, ça ne peut pas servir nos industries. Donc il faudra aller vers les parcs à carité pour mieux soutenir, pour mieux approvisionner nos industries. Donc aujourd'hui, je vous dis qu'il y a des parcs à carité. Le programme Carité, qui est domicilié au niveau de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Et bien avant ce programme aussi, il y a d'autres partenaires aussi qui ont soutenu la plantation de l'arbre à carité. Donc, les carités, c'est une espèce unique, de genre unique, puisque les cycles, ça dure beaucoup. Si tu as un plan de carité, par exemple, ça peut faire 10 ans, 15 ans, sans que ça puisse donner les fruits. Donc c'est très lent. La production est très lente et ça n'encourage pas. Mais il y a eu des études pour diminuer, en tout cas, les cycles de productivité. Donc, des espèces améliorées. Des espèces améliorées. Il y a eu des études, en tout cas, pour faire diminuer largement. Donc l'IR a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a d'autres instituts qui ont fait. Et c'est partout où les carités existent. Mais c'est au Mali que les premiers tests ont donné les premiers résultats. Donc ça a réussi. Donc ça veut dire qu'au bout de 5 ans, 6 ans, c'est aujourd'hui, tu peux avoir ton fruit de carité. Vous avez aussi peut-être dans votre programme d'organiser les producteurs pour qu'ils puissent produire beaucoup plus de carité maintenant. Bien sûr. Beaucoup plus bien sûr, puisque l'interprofession a fait un plan stratégique, pour ces premiers mandats-là. Donc dans ces plans, une large place est réservée, en tout cas, au parc à carité. Donc il y a aussi, comme je vous l'ai signalé, il y a le programme Carité, donc qui est là pour soutenir vraiment ce secteur-là. Donc il y a du financement, il y a des producteurs qui sont déjà à faire les parcs à carité. Donc ça existe partout, à Kolokani, dans les Mandés, donc il y a des champs de carité. Mais ils sont organisés en coopérative aussi. Ils sont organisés en coopérative. Bon, c'est vrai, dans l'interprofession, on n'a pas pris spécifiquement leur famille, puisque c'est pas aussi développé que ça. Mais nous faisons une grande attention donc, à cette famille-là pour que ça puisse progresser, pour que ça puisse aller de l'avant. Alors, avec la signature du mémorandum d'entente, est-ce que les industriels vous ont dit nous avons besoin de telle quantité, par exemple, d'amandes de carité par an? Bien sûr, chaque industrie a exprimé ses besoins. Donc, je vous disais qu'il y avait 3 industries. L'industrie Malichi. Malichi qui existe, qui est là, qui est présent au Mali il y a plusieurs années. Et ils ont dit 30 000 tonnes. 30 000 tonnes d'amandes. Il y a par an, pour cette année. Donc, il y a l'industrie du footballeur malien aussi, Seydou Keita, donc qui a exprimé les mêmes besoins, la même quantité. Il y a une autre industrie donc, qui vient de s'installer cette année, donc qui a demandé 50 000 tonnes. Donc, pour les autres unités, la semi-industrielle. Est-ce que cette quantité est déjà disponible? C'est disponible. Je vous dis que cette année, les carités a donné. Moi, je suis sûr qu'il y aura même un excédent. Un excédent, peut-être qu'on pourra gérer si je maintiens par rapport à... par exemple, non, comme il y a la mesure de suspension qui existe, mais après on pourra voir auprès comment conserver faire un plan pour conserver, parce que le souci de l'interprofession aussi, c'est de garantir l'intérêt de toutes les familles, de tous les maillons. Donc il y a un côté les commerçants exportateurs qui veulent exporter. Mais il y a les industries qui sont là, donc qui doivent développer l'économie du Mali. Donc l'interprofession est là pour jouer l'interface. Parce que c'est possible de conserver le surplus pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine, il va y avoir une baisse de la production, comme vous dites, chaque année. La conservation, ça peut poser problème. Parce qu'il faut avoir des infrastructures pour ça. Il faut avoir des magasins à côté des coopératives en milieu rural. Il faudrait que les industries aussi, peut-être qu'elles peuvent financer les coopératives, les unions de coopératives, pour aller vers la création des infrastructures de stockage, c'est-à-dire des grands magasins, donc pour que
l'excédent puisse être stocké et servir de relais pour l'année où il y a des mauvaises récoltes. Donc c'est l'idée. Donc on a vu dans les échanges pour les mémorandums, là, on a pensé à tous ces aspects. Mais la décision des industries a été que si on doit suivre, on doit observer l'application de ces mémorandums-là. Si en un mois, 2 mois, on observe que vraiment les achats ne sont pas de hauteur, donc on pourra plaider pour la levée de la suspension. Maintenant, les industries qui commencent déjà à travailler, ces industries-là produisent quoi? Beurre de karité, aliments bétail, et quoi d'autre? Beurre de karité, aliments bétail. Bon, les beurres de karité, c'est pour 2 destinations. Il y a les karités pour les cosmétiques, il y a les karités pour l'alimentation. Et c'est cela que l'État a demandé. En prenant la décision, l'État a demandé de vendre la production au Mali ici. De vendre la production. Donc c'est pour cela conformément. Ça veut dire que vous, enfin, les producteurs, vous vendez aux industriels maliens. Les industriels maliens transforment et vendent aussi à la population malienne. Population malienne. Mais sauf que le problème à ce niveau, c'est que le beurre de karité n'est pas beaucoup dans les habitudes alimentaires de la population malienne. C'est vrai, en milieu urbain, on consomme le beurre de karité. Mais en ville, en milieu rural, on consomme le beurre de karité. En ville, sauf pour certains plats traditionnels, par exemple les fakoui, les sonrailles ou autres plats. Sinon, c'est autre huile qui est brisée. Donc ça veut dire qu'il y a obligation d'exporter peut-être le beurre de karité. À un certain niveau, il y aura fait, mais l'essentiel est que ce que l'État recherche, c'est la valorisation de ce produit-là. Si c'est transformé sur place, donc il y aura une plus-value, il y aura une valeur. Donc ça vaudra mieux que d'exporter la matière première. Et à côté du beurre de karité, il y a donc d'autres produits. Il y a l'aliment bétail, parce que c'est les déchets qui servent à ces produits-là aussi. Donc il y a l'aliment bétail, il y a les combustibles aussi, des briquettes. Donc on peut faire avec les déchets là, on peut faire des briquettes et pour l'énergie qui vont servir des sources d'énergie. Il y aura l'aliment bétail aussi qui va, c'est tout là vont servir de matières premières. Donc et pour d'autres industries pour produire l'aliment bétail. Et les industriels sont tous, enfin, employés à faire ça, en fait les différentes. Ou bien chaque industrie a une spécificité, a une spécialité. Non, je dirais que même ces produits-là, ce sont des nouveaux produits. Par exemple, peut-être qu'ils l'ont testé cette année, ils ont vu que ça peut se faire. Puisque ce qu'on craignait, même dans avant, c'était seulement le beurre de karité. C'était seulement le beurre de karité. Mais maintenant, peut-être qu'ils ont fait des études, ils ont vu que ça peut servir d'aliments bétail et de combustibles aussi. Puisque en matière d'aliments bétail, ce qu'on craignait, c'était la matière grasse qui peut contenir ces déchets-là. Mais avec les industries, il y a un maximum d'extraction. Donc là, on n'a plus ce souci-là. Donc, on peut ajouter d'autres produits pour donner aux animaux. Monsieur Barreau, c'est aussi une bonne initiative de pouvoir transformer l'amande de karité en aliment bétail aussi et en combustible. Exactement, il faut de la valeur, ajoutée. J'exhorte beaucoup plus au consommé malien. Au consommé malien, je pense qu'il y a lieu peut-être d'organiser une campagne de sensibilisation par rapport au beurre de karité. Qui, effectivement, comme Madame l'a dit, rentre dans nos habitudes alimentaires, mais beaucoup plus dans le milieu dans le milieu urbain. Je pense qu'au milieu urbain, il faut accentuer la sensibilisation, parce que nous connaissons tous les valeurs du beurre de karité depuis tout petit. Donc je pense que c'est des aspects extrêmement importants qu'il faut prendre en compte et vraiment arriver à changer aussi nos habitudes alimentaires, revenir un peu à nos valeurs locales, vraiment pour mieux
valoriser nos produits locaux. C'est extrêmement important. Mais le beurre de karité, peut-être comme aliment, peut-être c'est pas beaucoup utilisé dans les grandes villes, mais le beurre de karité, comme cosmétique, comme produit cosmétique, c'est quand même consommé. C'est consommé comme cosmétique, mais il faudra ajouter d'autres produits. Sinon, le beurre de karité en tant que tel, même les femmes n'apprécient pas. Parce qu'elles ont des préjugés par rapport à ça. Elles disent que ça noircit la peau, alors que ce n'est pas vrai. La qualité du beurre de karité, c'est de faire ressortir les teints naturels, mais avec beaucoup de brillance. Ça rend la peau lisse, c'est vraiment, ça rend la peau belle. Mais les femmes ne perçoivent pas cet aspect-là. Donc, cosmétique, bien c'est sûr, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées là-dedans aujourd'hui. Mais il faudra composer avec d'autres huiles, par exemple les huiles de coco, huile de baobab, autres huiles, en tout cas pour que ça puisse être acheté par les femmes maliennes. Les industriels maliens vont faire ça aussi. Vont faire ça. Mais même il y a les femmes qui ont des petites entreprises là, donc qui le font, les PME, donc qui sont beaucoup dans ça. Mais alors que à l'extérieur c'est beaucoup prisé. Chez nos voisins par exemple au Sénégal, on vend cher les karités. Au Maroc on les vend cher. Moi j'ai vendu le kilo de beurre de karité à 15 000 francs CFA au Maroc. Sinon, bon, si c'était en cosmétique, j'allais vendre beaucoup mieux. Donc, ça veut dire que les Maliens doivent avoir confiance à ces produits. Aller vers la consommation, vers la valorisation de nos produits locaux. Et les industriels seront certainement obligés de penser aussi à exporter pour avoir plus de revenus, parce qu'ils investissent quand même dedans. Ils investissent dedans. Bon, c'est ça que j'ai dit, puisque la mesure d'exportation, ça peut frapper toutes les familles. Ça frappe toutes les familles. Dans un premier temps, il faut le faire pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et après, maintenant, comment ça va évoluer. Parce que ce qui est, c'est toute la production industrielle là ne pourra pas être consommé au Mali. Le beurre de karité produit par les trois industries là, le Mali ne pourra pas consommer tout seul. Mais quand même, ce que j'ai dit, j'insiste là-dessus, ça va prendre de la valeur. Ce qui est essentiel pour nous aussi. Et dans les années à venir, donc chaque année, vous allez faire un nouveau mémorandum avec les industriels. Inch'Allah, chaque année, on s'attend à faire un nouveau mémorandum avec les industries là pour cadrer toujours la commercialisation. Merci beaucoup, Madame Koumba Samoura, présidente de l'interprofession filière qualité au Mali. Merci également à vous, Monsieur Adama Bagayogo, coordinateur technique national du programme d'investissement dans le secteur de l'eau. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal de 13h avec Abdul Karim Kaba. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir.
ma ala be se fana masa minye deni fayada na yesuda abeteleda ala wo ala me ala tandu kairala kene abe ala bolo ala tadi bema na ya di mo mimma afa alhamdulillah ya rabbil alamin ikabari kabila mazai minida dodo me dogo toro soda mala ute sudan suye ute tele do tele ute wula do wula oye bana nyode fo mo halu ya jugude mo wala jugude mo wala bana de juwe jugude mo bali samara nyumandona atibali ka voyage balula atibali ho ikade nyuma wolodula alamani son votiri balula aika kenea ya maro jugu sako bana be fadenya do mola nena ningeri bi la jurubana be fadenya